Bonjour et bienvenue dans Regard de Femmes sur Télé Sud. Au programme aujourd'hui, nous recevons Hind Joudar, qui est la fondatrice de l'Oriental Fashion Show. Nous aurons ensuite Enzi, qui viendra nous parler automobile, la revue de presse de Laura, et enfin Alice nous rejoindra pour nous parler un peu du boom du e-commerce. Hind Joudar, comment vas-tu? Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Merci beaucoup. Alors pour resituer un peu nos téléspectateurs, vous êtes la présidente de l'association Route de la Soie et de l'Art Andalous, ainsi que la fondatrice de l'Oriental Fashion Show. Alors, on aimerait bien un peu comprendre. Alors, comment est né ce projet? Alors, l'association Route de la Soie et de l'Andalous, c'est elle qui organise l'Oriental Fashion Show. Donc, le projet est né il y a une quinzaine d'années. Un constat tout simple, c'est que la mode orientale était inexistante sur le marché de la mode international. Et l'autre constat, c'est qu'on voyait qu'elle était présente dans le paysage de la mode. Elle était très exploitée, mais elle n'est jamais nommée en tant que telle. Donc, et puis, il y a aussi une histoire personnelle derrière ça. Mais ça, c'est ce qui a lancé le projet. Et après, il fallait structurer, mettre les choses en place. Et donc, le vrai constat, c'est celui-là. C'est le constat de départ. Justement, on a quelques images que j'aimerais lancer en commun juste derrière. Mon nom n'a jamais été prononcé par les journaux de la mode, Il n'y avait jamais rien eu. Je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'on dit que la mode est universelle. Moi, je voudrais savoir où est cette universalité. Ce que semble dire Madame Yasmina est quelque chose de très important qui nous touche tous. Elle a fait l'objet d'une sorte de ségrégation culturelle. Parce qu'elle a vu que de grands designers européens s'inspiraient de la mode algérienne. Absolument. Et qu'on appelait la haute couture. Mais qu'on mettait à l'ombre les vrais stylistes, les vrais propriétaires de cette culture. Et ça, je pense que l'Oriental Fashion Show œuvre aussi à déconstruire cette, je dirais, colonisation intellectuelle et culturelle. Et que chacun se réapproprie son identité. Merci. C'est un moment très fort qu'on vient de voir à l'image. Il est très émouvant. Vous pouvez un peu nous dire le contexte de ce rendez-vous à l'UNESCO? Alors, l'UNESCO, je voulais rendre hommage aux designers qui ont participé à cette édition, grande édition qui a eu lieu le 20 janvier dernier au Carrousel du Louvre, où on a regroupé une vingtaine de designers venus de plusieurs pays du monde, dans l'Afrique du Nord, l'Asie centrale, le Moyen-Orient. Et le point commun de toutes ces régions-là, c'est cette richesse culturelle importante, mais qui n'a jamais été mise en avant en tant que telle et qui a été, je dirais, je n'utiliserai pas le mot spoliation, mais on a bien profité de l'image de l'Orient dans le milieu culturel occidental, mais on ne lui a pas rendu on ne lui a pas rendu l'hommage qu'il mérite. Donc, l'UNESCO est une maison très importante pour notre travail. Donc, c'était le patrimoine, la préservation du patrimoine et de la culture. Et c'était symbolique. Donc, on leur a remis une sorte de award pour les remercier pour l'effort qu'ils ont fait de venir à Paris et de participer à cette démarche. Justement, du coup, on va revenir sur cet événement qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, et ce fameux Oriental Fashion Show. Alors, j'aimerais essayer de comprendre un peu plus. Alors, comment ça marche exactement? Comment la sélection des designers se passe à votre niveau? Est-ce que... Alors, lorsqu'il fallait mettre en place cette plateforme, c'était très important de bien réfléchir à comment ça allait marcher. J'ai essayé de faire abstraction de tout ce qui existait et ne pas faire du copier-coller à droite à gauche et réfléchir vraiment au plus profond des choses et d'innover en quelque sorte.
On avait bien sûr plusieurs challenges, le challenge financier, le problème financier, juridique, artistique, tous ces problèmes-là, il fallait les appréhender et il fallait aussi y répondre et mettre en place quelque chose de valable et de correct. Parce qu'on est quand même dans une ville d'excellence, on est à Paris, la mode c'est Paris. Et voilà, il fallait faire les choses dans les normes. Donc j'ai commencé par réfléchir à des critères de sélection. Je ne voulais pas présenter n'importe qui et n'importe quoi. Et donc, on a commencé au départ par 3 designers. Et après, maintenant, on est à plus de 120 designers qui nous ont rejoints. Donc, je dirais, je ne parlerai pas de réussite, mais le fait que j'ai pu faire passer le message et convaincre des gens que ce qu'ils font, c'est très important parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Ah non, Paris, on n'y arrivera jamais. Un vrai donc, le challenge, finalement, oui, cet événement-là. Et finalement, quand on a fait les premières éditions, on dit oui que c'était possible. On a eu des médias, on a eu de l'intérêt, on a eu du public, on a eu même du public par rapport à certains créateurs français basés en France et qui n'arrivaient peut-être pas à remplir une salle et avoir des retombées presse. Nous, on l'a fait. Et donc, la combinaison artistique et culturelle et patrimoniale aussi de ce projet fait que l'intérêt est multiple. Et donc, ça a pris tout de suite et ça a donné confiance aux créateurs. Ils ont dit, bon, finalement, c'est possible, ce qu'on fait, c'est bien et il faudrait qu'on aille de l'avant. Et il fallait les convaincre. En effet, et puis 15 ans. Vous avez un secret de longévité comme ça? Bien, écoutez, la passion, la patience, la persévérance et beaucoup de travail. Toujours. En termes de... Vous avez évoqué les financements. Justement, financièrement parlant, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des sponsoring? Est-ce que pour participer au défilé, est-ce que c'est une accréditation? Vous accompagnez, vous invitez les designers? Alors, nous n'avons pas les moyens d'inviter des designers parce qu'on est une association. Donc déjà, à la base, nous, on ne fait pas de bénéfices. Donc ça fait une grosse économie par rapport à une entreprise qui est obligée de faire du bénéfice. Nous, tout est réinvesti dans le projet et il y a une participation financière qui fait que notre modèle, il est solidaire. Et il y a aussi une participation de nos partenaires. Des fois, elle n'est pas toujours financière, mais ils nous facilitent la vie. C'est-à-dire qu'on a parfois un partenariat avec un grand hôtel. Voilà, c'est un service contre service. Nous, on leur offre la visibilité parce qu'on est très médiatisé. Et en contrepartie, ils nous offrent des services, des chambres pour accueillir les journalistes. Un partenariat. Voilà, un partenariat. Ils nous offrent le ballroom, les salons, les espaces. Et ça, c'est une grosse économie pour nous. C'est très important. En effet, c'est le plus gros finalement du budget de l'événement. Exactement, le plus gros. En général, on essaie de faire des partenariats je travaille avec des hôtels très renommés et aussi même des grands groupes tels que le groupe Accor pour les marques Raffles et Fairmont. On travaillait avec le Crillon, le Bristol, le Peninsula, que je remercie beaucoup pour leur participation et leur confiance. Ouais. Et au Maroc aussi, je n'oublierai pas le Royal Mansour, qui était un précieux partenaire pour nous. En effet, parce qu'il faut mentionner qu'il y a les défilés à Paris, mais il y a aussi à Marrakech et dans plein d'autres villes du monde. À Londres, on a aussi un partenariat avec l'hôtel Bulgarie, à Istanbul avec l'hôtel Raffles, et on a aussi une présence avec des partenariats avec les Fashion Week, avec qui j'ai démarré, la Fashion Week de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, Tadjikistan. On a démarré des projets de Fashion Week qu'on développe actuellement. Et donc, il y a un échange entre ces Fashion Week et notre défilé. Justement, pour rebondir sur le actuellement, alors avec la situation de coronavirus, on en reparle encore. Oui. Il nous embête beaucoup celui-là. Comment ça se passe? Les prochaines éditions, qu'est-ce qui se prépare? À quoi s'attendre? Nous, on avait des choses qui étaient prévues en Russie, parce que j'ai un partenariat avec la Fashion Week de Moscou, donc ça a été annulé. Je fais chaque année en juillet un défilé qui a été annulé, bien sûr.
Mais on rebondit, comme tout le monde, sur le digital et on est en train de digitaliser une plateforme pour mettre en place justement ce défilé qui n'aura pas lieu en présentiel et physiquement. On est en train de le préparer sur la toile. Oui, c'est tout le monde de la mode qui se réorganise avec ces C'est pas plus chamboulements. mal aussi parce qu'en général, les réseaux sociaux sont très, très importants maintenant et voilà, il faut s'adapter. J'aimerais, malheureusement, ça passe bien trop vite, mais j'aimerais quand même souligner Les Merveilles du Caftan, un livre que vous avez créé en 2011. Il a été édité en Bien sûr, 2011, des mais images. qui m'a demandé 6 ans de travail et de recherche. On voit la couverture derrière, je vous invite à vous le procurer. Malheureusement, c'est déjà l'heure de se quitter. J'aurais aimé en savoir plus, mais tenez-vous informés sur les réseaux sociaux. J'imagine qu'on peut se tenir informé. Oriental Fashion Show officiel. Donc ça, c'est notre Instagram, Voilà. Facebook et voilà, notre site internet. On va se quitter sur quelques images de défilé de l'Oriental Fashion Show. Ce soir, nous voulons remercier ces designers qui sont venus nombreux